La guerre de Caliban. The Expanse. Tome 2. De James S. A. Corey. Traduit de l'anglais par Thierry Arson. Lu par Thierry Blanc. Praxidike Meng se tenait sur le seuil de la grange de ravitaillement, d'où il observait les champs de feuilles ondulantes dont le vert était si prononcé qu'il en paraissait presque noir, et il paniquait. Le dôme s'incurvait au-dessus de lui, plus sombre qu'il n'aurait dû être. L'alimentation de l'éclairage de croissance avait été coupée, et les miroirs? Il préférait ne pas penser aux miroirs. Les éclats lumineux des vaisseaux en pleine bataille ressemblaient à des baisses de tension sur un écran de mauvaise qualité, avec des couleurs et des mouvements qui n'auraient pas dû être là. Le signe que quelque chose allait très mal. Il s'humecta les lèvres. Il existait forcément un moyen de les sauver. « Prax, » lui dit Doris, « il faut partir. Maintenant !» L'invention révolutionnaire de cette plante cultivable à ressources basses, le glycine kénone, un germe de soja si lourdement modifié que c'était une espèce totalement nouvelle, représentait l'aboutissement des 8 dernières années de son existence. Elle était la raison pour laquelle ses parents n'avaient toujours pas vu leur seule petite fille en chair et en os. La réalisation de ce programme et quelques autres choses avaient mis fin à son mariage. Dans les champs, il distinguait toujours les 8 variétés aux différences subtiles de chloroplastes, chacune s'efforçant de tirer le plus de protéines de chaque photon. Il se rendit compte que ses mains tremblaient. Il allait vomir. « Nous avons peut-être encore 5 minutes avant l'impact, » dit Doris. « Il faut évacuer. »« Je le vois pas, » répondit Prax. « Il vient bien assez vite et quand tu l'apercevras, ce sera trop tard. Tous les autres sont déjà partis. Nous sommes les derniers. Allez, monte dans l'ascenseur !» Les immenses miroirs orbitaux avaient toujours été ses amis, qui inondaient de lumière ses champs tels 100 soleils pâles. Il ne pouvait se faire à l'idée qu'il l'avait trahi. C'était une pensée aberrante. Le miroir qui chutait vers la surface de Ganymède, vers sa serre, ses sojas, l'œuvre de sa vie, n'avait rien décidé. Il n'était qu'une victime du principe de cause à effet comme tout le reste. « Je pars !» déclara Doris. « Si tu es encore là dans 4 minutes, tu mourras. »« Attends !» Il retourna en courant à l'intérieur du dôme. Au bord de la parcelle la plus proche, il tomba à genoux et plongea les mains dans le terreau noir et riche. L'odeur en était comparable à celle d'un excellent patchouli. Il enfouit ses doigts aussi profond qu'il le pouvait et prit en coupe un plant fragile qu'il détacha du sol. Doris était déjà dans l'ascenseur industriel, prête à rejoindre les sous-sols et les tunnels de la station. Prax piqua un sprint pour la rejoindre. Maintenant qu'il avait ce plan à sauver, le dôme lui paraissait soudain horriblement dangereux. Il franchit la porte d'un bond et Doris appuya sur la touche. La grande cabine métallique frémit et entama sa descente. En temps normal, l'appareil acheminait des charges lourdes, tracteurs, herses, tonnes d'humus prélevées dans les processeurs de recyclage. À présent, il n'était que 3. Prax, assis, jambes croisées, sur le plancher, avec le plant de soja qui oscillait sur ses genoux, et Doris, qui se mordillait la lèvre inférieure et consultait son terminal de poche. L'ascenseur semblait beaucoup trop grand. « Le miroir pourrait tomber à côté, » dit Prax. « Il pourrait, mais c'est 1300 tonnes de verre et de métal. L'onde de choc va s'étendre très loin. »« Le dôme tiendra peut-être. »« Non, » affirma-t-elle. Et il cessa de lui parler. La cabine bourdonnait et cliquetait en s'enfonçant, toujours plus loin de la surface gelée, et elle atteignit le réseau de tunnels qui composait la majeure partie de la station. Ici, l'air sentait les systèmes de chauffage et le lubrifiant industriel. Même maintenant, Prax n'arrivait pas à croire qu'il l'avait fait. Il n'arrivait pas à croire que ces salopards de militaires avaient vraiment commencé à se tirer dessus. Personne nulle part ne pouvait manquer de perspicacité à ce point, et pourtant, il semblait bien capable d'être aussi aveugle. Dans les mois qui avaient suivi la rupture de l'alliance entre la Terre et Mars, il était constamment passé d'un état de peur qui le rongeait à un espoir prudent, puis à la satisfaction. Chaque jour écoulé pendant lequel les Nations Unies et les Martiens ne passaient pas à l'acte avait été un indice supplémentaire qu'il ne franchirait jamais le pas. Il s'était laissé aller à croire que tout était beaucoup plus stable qu'il n'y paraissait. Même si la situation dégénérait et qu'une guerre ouverte survenait, elle n'aurait pas lieu ici. Ganymède était le grand pourvoyeur de nourriture.
Avec sa magnétosphère, la Lune était l'endroit le plus sûr pour les femmes enceintes, et elle pouvait se targuer du taux le plus bas dans toutes les planètes extérieures d'enfants mort-nés et de malformations de naissance. Le satellite représentait le point central de tout ce qui rendait possible l'expansion humaine dans le système solaire. Ce qu'ils accomplissaient ici était aussi précieux que fragile, et les dirigeants ne permettraient jamais qu'un conflit les touche.